Le processus inflammatoire fait intervenir un grand nombre de substances présentes dans le sang, comme de nombreuses hormones, les prostaglandines, l'histamine et les cytokines qui participent toutes au processus inflammatoire. Donc il y a des anti-inflammatoires stéroïdiens qui sont des inhibiteurs de la cyclooxygénase, COX, et qui vont bloquer l'action inflammatoire. Objectif du cours. L'étudiant doit savoir prescrire et surveiller un traitement par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est-à-dire qu'il doit connaître les principales classes d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'il doit connaître le mécanisme d'action des anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'il doit connaître les principales indications avec leur niveau d'efficacité, qu'il doit connaître les contre-indications absolues, les contre-indications relatives de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et surtout, qu'il doit connaître les principales interactions médicamenteuses. Il doit connaître les effets indésirables des anti-inflammatoires, que ce soit par voie locale, que ce soit par voie générale. Il faut qu'il sache prévenir les complications des traitements par les anti-inflammatoires non stéroïdiens et il doit connaître quelles sont les modalités de prescription et de surveillance de ces anti-inflammatoires non stéroïdiens. Quand on parle de la définition des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS, abrégé en INS, sont des médicaments aux propriétés antalgiques, aux propriétés antipyrétiques, aux propriétés anti-inflammatoires. C'est-à-dire qu'ils réduisent la douleur, la fièvre et l'inflammation. Le terme non stéroïdien est utilisé pour les distinguer des glucocorticoïdes, de la cortisone. Donc, ils sont dépourvus du noyau qu'on appelle le stéroïde. Et que ce soit les anti-inflammatoires stéroïdiens ou les anti-inflammatoires stéroïdiens, ils ont une action anti-inflammatoire. Le terme a été introduit dans les années 60 pour marquer la distinction entre les anti-inflammatoires stéroïdiens et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est une des classes thérapeutiques les plus utilisées dans le monde. Elle est utilisée dans pas mal de pays en vente libre et en automédication. Il faut toujours évaluer le risque et le bénéfice. On l'avait déjà défini, donc c'est des médicaments qui sont, pour les distinguer des glucocorticoïdes, c'est des médicaments qui sont dépourvus du noyau stéroïde. Ils ont une principale action, c'est l'inhibition de la synthèse des prostaglandines par inhibition de la cyclooxygénase. Quand on veut parler du mécanisme de ces médicaments, les prostaglandines sont des eicosanoïdes ou des icosanoïdes qui exercent une action purement locale, mais leur distribution quasi ubiquitaire, puisqu'ils sont distribués à peu près dans différents organes, leur permet d'intervenir dans de nombreux processus physiologiques et des processus pathologiques. Elles sont synthétisées à partir de l'acide arachidonique, qui lui-même est issu des phospholipides membranaires, grâce à la cyclooxygénase, dont il existe deux isoenzymes. Le COX-1, qui catalyse la formation des prostaglandines impliquées dans la cytoprotection de la muqueuse gastrique et dans la préservation de la fonction rénale, ainsi que dans la production de la thromboxane A2 par les plaquettes. Le COX-2, qui est essentiellement une isoenzyme inductible qui conduit à la libération des prostaglandines ayant un rôle pathologique, fièvre, douleur, inflammation, prolifération cellulaire, mais aussi un rôle bénéfique dans divers processus, un processus de cicatrisation, un processus d'ovulation, un processus de fonction rénale, etc. Elle gouverne
les COX-2 gouvernent la synthèse des prostaglandines, prostaglandines vasodilatatrices, prostaglandines anti-agrégantes par les cellules endothéliales. Donc elles sont issues de l'acide arachidonique qui lui-même est issu des phospholipides membranaires grâce à la cyclooxygénase. Il existe deux types, le COX-1 et le COX-2. Le COX-2, il est inductible, comme on vient de le dire. Il est inductible, donc c'est une isoenzyme inductible qui conduit à la libération des prostaglandines qui ont un rôle pathologique. Par contre, les COX-1 sont des enzymes constitutives qui catalysent la formation des prostaglandines ainsi que la production du thromboxane. Fonction plaquettaire pour les thromboxanes, protection de la muqueuse gastrique et régulation de la fonction rénale pour les COX-1. Pour les COX-2, on avait dit que elles interviennent surtout dans le processus pathologique, donc médiateur principal de l'inflammation, de la douleur et de la fièvre, et bien sûr de la prolifération cellulaire. Voilà l'action des cyclooxygénases COX-1 et COX-2. COX-1 constitutive, COX-2 pathologique. Protection de la muqueuse gastrique, formation des plaquettes par prolifération, il n'y a pas de prolifération cellulaire et surtout une fonction rénale qui est préservée. Le COX-2 surtout c'est processus beaucoup plus inflammatoire. Donc si on résume tout, donc prostaglandines qui sont issues des icosanoïdes qui exercent une action purement locale dans les processus, dans de nombreux processus physiologiques et pathologiques. Elles sont synthétisées à partir de l'acide arachidonique qui est lui-même issu du phospholipide membranaire. Il existe deux types de COX, COX-1 et COX-2. COX-1, isoenzyme constitutive, COX-2, isoenzyme inductible. Les anti-inflammatoires, donc, regroupent l'ensemble des médicaments symptomatiques inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines. Ce mécanisme d'action commun aux anti-inflammatoires non stéroïdiens leur confère leurs propriétés et leur effet indésirable. La diminution de la synthèse des prostaglandines par les anti-inflammatoires non stéroïdiens est consécutive à l'inhibition plus ou moins sélective des isoenzymes de la COX. C'est-à-dire que quand il y a une diminution des synthèses des anti-inflammatoires vont aboutir à une diminution de la synthèse des prostaglandines qui elle-même consécutive, qui elle-même va entraîner une inhibition plus ou moins sélective de ces deux isoenzymes. Production des prostaglandines par les cellules immunitaires et leur mode d'action. Donc il y a la mastocytose. Donc en cas d'infection ou d'inflammation, les premières cellules à être activées, mastocytes ou macrophages ou granulocytes, sont les premières cellules à être activées. Et en réponse à cette activation, elles libèrent des cytokines pro-inflammatoires et d'autres composants, bien sûr, que nous regroupons comme médiateurs de l'inflammation. Donc, il y a l'acide arachidonique qui est issu des phospholipides membraneurs grâce à une enzyme, la phospholipase, va entraîner donc libération des prostaglandines qui ont un effet vasodilatateur, fièvre. Donc il y a le processus inflammatoire qui va être mis en action. Et aspirine ou un anti-inflammatoire, aspirine à forte dose ou un anti-inflammatoire, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont bloquer cette cyclooxygénase et ainsi diminuer la production des prostaglandines.
Donc, ça veut dire que l'anti-inflammatoire non stéroïdien, il prend la place de l'acide arachidonique dans le site actif de la cyclooxygénase, soit par inhibition de la cyclose, soit par remplacement de l'acide arachidonique, qui lui-même est issu des phospholipides membranaires. Hein. Très bien. Donc, à partir de là, il y a disparition des manifestations inflammatoires. Quels sont les effets des prostaglandines et les effets des anti-inflammatoires non stéroïdiens? Au niveau, puisqu'on avait dit qu'ils ont une distribution ubiquitaire, au niveau du système nerveux central, surtout pour les COX-2, élève le seuil auquel les régulations hypothermisantes se déclenchent. Donc, l'anti-inflammatoire a une action contre cette élévation thermique. La douleur, prostaglandine, donc, se manifeste par des douleurs. Donc, ils ont une action antidouleur. Donc, libération de thromboxane. Donc, effet anti-agrégant ou effet pro-agrégant en cas de thromboxane. Donc, l'effet des anti-agrégants, c'est un effet anti-agrégant. Inhibition de la sécrétion acide et augmentation de la sécrétion muqueuse, donc protecteur gastrique, anti-inflammatoire, ils ont une action ulcérigène. Fonction rénale, donc déplétion hydroélectrolytique, vasodilation préglomérulaire, donc les enzymes sont responsables d'une élévation de la créatine, même d'une atteinte tubulaire. Au niveau de la branche, la même chose, dilatation, bronchoconstriction, inflammatoire, anti-inflammatoire, réparation tissulaire, donc cicatrisant, favorise la perforation, la survenue de perforation du saignement digestif. Contraction, utilisée pour les contractions, prostaglandines sont utilisées pour les contractions. Retard des contractions. Le canal artériel reste ouvert, fermeture in utero du canal artériel. Ça, c'est les effets, on peut distinguer l'effet des prostaglandines et l'effet quand il y a une diminution des prostaglandines, l'effet par les anti-inflammatoires stéroïdiens. Les propriétés pharmacologiques des anti-inflammatoires. Donc, on les a un peu résumées quand on avait parlé de l'action des prostaglandines. Donc, ils ont une action antipyrétique en premier. Donc, ils diminuent la fièvre d'origine inflammatoire ou infectieuse ou néoplasique. Ils inhibent les PGO2 induites par les cytokines inflammatoires, notamment l'interleukine. Ils ont une action antalgique par leur action périphérique au sein du site inflammatoire. L'action antalgique des antidouleurs est importante quand les douleurs sont dues à un excès de nociception où les prostaglandines jouent un rôle pathogène. La posologie de l'action antalgique est plus faible que celle de l'action anti-inflammatoire. Il faut dire que les anti-inflammatoires non stéroïdiens font partie du palier 1 de la douleur classée par l'OMS. Action anti-inflammatoire en inhibant la composante vasculaire de la réaction inflammatoire aiguë, responsable de classique tétrade inflammatoire. Action rapide et suspensive. Les anti-inflammatoires stéroïdiens ont une action sur les polynucléaires neutrophiles, en inhibant l'adhérence, le chimiotactisme, l'agrégation cellulaire, la phagocytose, ainsi que la libération d'anions superoxydés et des radicaux libres. Ils ont une action anti-agrégante. Tous les anti-inflammatoires COX-1 interfèrent avec les fonctions plaquettaires. Les anti-COX-2 sélectives n'interfèrent pas. Donc ils ont une action anti-agrégante. L'aspirine qui allonge le plus nettement le temps de saignement, l'aspirine inhibe de façon irréversible la cyclooxygénase plaquettaire, ce qui inhibe la formation des thromboxanes. L'effet anti-agrégant de l'aspirine ne réclame que de faibles doses et persiste une semaine après l'arrêt du traitement. Quelles sont les classifications des anti-inflammatoires non stéroïdiens? Il y a plusieurs classifications selon leur structure chimique, selon leur degré de sélectivité, selon leur demi-vie d'élimination. Les anti-inflammatoires classiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens non sélectifs. Les salicyliés, les aripropioniques, comme tête de liste, c'est le ketoprophène, les aricarboxyliques, tête de liste, c'est le diclofénac, les indolés, tête de liste, c'est l'indométhacine, le phénamate, tête de liste,
l'acide niflumique, les oxycames, le pyroxycam, et les pyrazolés qui sont plus utilisés, c'est la phénylbutazone. Il faut dire que c'était les premiers anti-inflammatoires stéroïdiens, les pyrazolés ou phénylbutazone qui ne sont plus commercialisés. Quelles sont la classification selon la sélectivité? On a les anticox 1 préférentiels, l'aspirine, l'indométracine et autres. Les anticox non sélectifs, 1 et 2, l'ibuprofène, le naproxène, le diclofénac. Les anticox 2 préférentiels, c'est le méloxicam. Et puis on a les anticox 2 sélectifs, les coxib, que ce soit le Celebrex ou autre. Le Vioxx a été retiré à cause des problèmes de néoplasie colique et autres. Anticox 2 sélectif, médicament qui est protecteur gastrique, qu'on élimine l'effet anti-inflammatoire des digestifs. Le tête de liste, c'est le Celebrex qui est vendu en Algérie sous de formes 100 et 200 mg. Classification selon leur structure chimique, salicylé avec une dose inflammatoire de 2 à 3 grammes, l'acide aride carboxylique, on avait dit l'ibuprofène, le kétoprophène et autre chose, les acides anthraciniques ou phénamates, les coxib, les oxycames, les indoliques, l'indométracine, les pyrazolés et les autres anti-inflammatoires lexigènes, donc avec leur dose et la posologie quotidienne. La classification selon la demi-vie, des anti-inflammatoires qui ont une action qui ont une demi-vie très courte, inférieure à 6 heures, tels que le profénil, le brufène et autres. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont une demi-vie intermédiaire, comme la Pranax. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont une demi-vie moins de 24 heures, le Felden, le Tilcotil. Et les anti-inflammatoires à libération prolongée, comme le chronoindocide, le Profonil LP et Voltaren LP. Les voies d'administration, donc c'est des médicaments qui sont éliminés la plupart du temps par voie rénale et qui sont absorbés par voie digestive. Donc il y a la voie orale, traitement prolongé, la voie rectale, la résorption elle est plus ou moins irrégulière par rapport à la voie orale, la voie IM utilisée dans les formes aiguës, urgence, la voie IV, surtout la MM dans les douleurs post-opératoires ou les coliques néphrétiques. La voie locale, telle que les gels ou pommades dans les douleurs post-traumatiques et en rhumatologie. Quelles sont les indications des anti-inflammatoires non stéroïdiens? Indiqués comme traitement au long cours quand ils sont utilisés comme traitement symptomatique en rhumatologie, tels que les rhumatismes inflammatoires chroniques, tels que l'arthrose douloureuse et invalidante. En traitement de courte durée, dans les tendinopathies, dans les lombalgies, dans les traitements de la goutte aiguë, en traumatologie, en urologie, en gynécologie surtout, dans les cas des règles douloureuses, en ORL, dans les formes sinusite, otite, et en stomatologie, en chirurgie dentaire, bien sûr en évitant la présence d'un abcès ou autre, à cause de la cellulite, qui peut être favorisée par les anti-inflammatoires stéroïdiens. Quelles sont les contre-indications de tous les anti-inflammatoires stéroïdiens? Contre-indiqué en cas d'ulcère gastro-duodénal évolutif. Contre-indiqué quand il y a un antécédent d'ulcère peptique ou d'hémorragie récurrente, au moins 2 épisodes objectivés. Contre-indiqué en cas d'antécédent de saignement ou de perforation digestive. Contre-indiqué en cas d'hépatopathie sévère, en cas de cardiopathie sévère, en cas d'insuffisance rénale sévère. Les contre-indications dans les coxib et les diclofénac, les cardiopathies ischémiques avérées, en cas d'artériopathie périphérique, en cas d'accident vasculaire cérébral, y compris l'AIT. En cas de grossesse, les coxib sont contre-indiqués pendant toute la durée de la grossesse. Les autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, dès le début du 3e trimestre de grossesse, 24 semaines d'aménorrhée. Grossesse et allaitement, jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée, l'utilisation des anti-inflammatoires ne doit pas être envisagée. Entre 12 semaines et 24 semaines d'aménorrhée, l'utilisation des anti-inflammatoires stéroïdiens est fortement déconseillée. Au-delà de 24 semaines d'aménorrhée,
toute prise, même ponctuelle, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens est contre-indiquée en raison du risque d'une exposition à un risque d'une atteinte fonctionnelle rénale et d'une atteinte cardio-pulmonaire du fœtus. C'est-à-dire, au-delà du 24e semaine, les anti-inflammatoires ont une contre-indication absolue. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens passent dans le lait maternel, il convient d'éviter de les administrer chez la femme qui allaite. Important. Les effets indésirables communs à tous les anti-inflammatoires stéroïdiens, donc les manifestations digestives, symptômes digestifs mineurs, complications digestives graves à type d'ulcère, d'hémorragie ou de perforation. Aucune forme ni voie d'administration systémique ne met à l'abri de telles complications. Même la voie locale, il y a des passages systémiques, même minimes, mais ça existe quand même. Les effets indésirables sont un peu moins fréquents chez les patients traités par les coxibes, par les anticox. La prescription d'inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, est parfois nécessaire pour contrôler les symptômes gastro-intestinaux. Les complications rénales peuvent être responsables d'œdème et d'hypertension artérielle par rétention hydrosodée ou de complications plus graves, insuffisance rénale aiguë, fréquentes chez les personnes âgées, favorisées par l'hypoperfusion rénale préalable, et rarement des néphropathies tubulaires ou des néphrites interstitielles. Les complications cutanées et muqueuses, elles se traduisent par une éruption, par un rash, prurite, aggravation des néphrite chronique, et il y a des cas très graves de toxidermie, tels que le syndrome de Stevens-Johnson ou de Lyell, qui restent quand même exceptionnels. Les complications hépatiques peuvent être responsables d'hépatite cholestatique, d'hépatite cytolytique ou d'hépatite cholestatique et cytolytique. Les complications gynéco-obstétricales, la toxicité fœtale induite par la prise maternelle d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris l'aspirine quand c'est supérieur à 500 mg par jour, à partir de la 24e semaine d'amener, consiste essentiellement fermeture prématurée du canal artériel avec un risque de mort fœtale, insuffisance rénale chez le nouveau-né. En inhibant la COX-2, les anti-inflammatoires non stéroïdiens exercent une action tocolytique. Les complications cardiovasculaires, elles peuvent augmenter une tension artérielle, elles peuvent, par rétention hydrosodée, induire une insuffisance cardiaque, elles peuvent aggraver une cardiopathie ischémique. Les données actuelles indiquent qu'un surrisque cardiovasculaire existe avec tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qu'elles soient sélectifs ou non sélectifs. L'augmentation du risque dépend telle de la dose, de la durée du traitement et du risque cardiovasculaire initial. Donc c'est des médicaments quand même qu'il faut faire très attention quant à leur utilisation chez les cardiopathes, chez les diabétiques, chez les hypertendus, chez ces sujets avec une tare. Des effets indésirables avec certaines familles d'anti-inflammatoires, les dérivés pyrazolés, ils ont une toxicité hématologique, neutropénie, même agranulocytose. Les dérivés indoliques, ils ont une action beaucoup plus neurologique, donc troubles neurosensoriels à titre de céphalée, d'acouphènes et de vertige. Les coxibes sont contre-indiqués en cas de cardiopathie ischémique, artériopathie périphérique, antécédent d'AVC, c'est-à-dire en cas de vasculopathie. Quelles sont les interactions médicamenteuses? Première interaction médicamenteuse à noter, c'est l'utilisation d'un anti-inflammatoire associé à un antivitamine K ou à un anticoagulant oral. Majoration du risque hémorragique, que ce soit par l'aspirine ou les pyroxames, quand on l'utilise en notion avec un anticoagulant oral, ça majore le risque hémorragique. Association déconseillée avec tous les autres anti-inflammatoires. Quand cette action est indispensable, elle nécessite une surveillance clinique étroite, voire biologique. Antiagrégants plaquettaires, y compris aspirine à dose antiagrégante. Toujours majoration du risque hémorragique. Cette fois-ci, risque hémorragique digestif. Les patients sous aspirine à dose antiagrégante plaquettaire doivent être avertis des risques de l'automédication avec l'aspirine ou un autre anti-inflammatoire non stéroïdien. Quand on les associe à un antidépresseur sélectif, un inhibiteur sélectif de la récapture de la sérotonine,
Donc il y a aussi une majoration du risque d'hémorragie digestive quand on l'utilise en association avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou avec un inhibiteur ou l'antagoniste des récepteurs de l'angiotensin, un ARA2 ou un sartan. Risque surtout d'insuffisance rénale aiguë chez le malade à risque, surtout chez les patients âgés ou déshydratés. En association avec la corticothérapie, majoration du risque d'hémorragie, d'ulcération ou d'hémorragie gastro-intestinale. Majoration ou favoriser des hypercalimies en cas d'utilisation avec les IEC ou les ARA2, avec la cyclosporine, donc très important, avec les tacrolimus, en particulier les tacrolimus et les diurétiques, en particulier les diurétiques hypercalémiants, notamment lorsqu'ils sont associés entre eux avec des sels de potassium. Donc des associations quand même qu'il faut éviter, voire surveiller. Les associations avec les anticoagulants, les anti-inflammatoires, le lithium, le méthotrexate, les saliciles à forte dose, la diclopridine, les stérilés sont déconseillés. Les stérilés en cuivre, déconseillés avec le système, c'est entre parenthèses. Les associations avec les antihypertenseurs, les corticoïdes, la digoxine, les diurétiques, les analogues de la prostaglandine sont à surveiller. Donc faire attention en cas d'association surtout avec un anticoagulant oral ou avec des médicaments qui peuvent induire une hypercalémie ou avec des médicaments qui peuvent entraîner une tubulopathie interstitielle et ainsi aggraver une insuffisance rénale ou faire apparaître une insuffisance rénale aiguë. Surveiller du traitement. Surveiller premièrement les effets indésirables digestifs. Les complications digestives sévères, ulcères, perforation, hémorragie, potentiellement fatales, ne s'accompagnent pas toujours des signes annonciateurs et peuvent survenir à tout moment au cours d'un traitement par INS. La survenue d'épigastralgie aiguë ou symptômes digestifs graves impose l'arrêt du traitement immédiat. Surveiller les effets indésirables cardiovasculaires. Surveiller surtout chez les patients présentant des antécédents de cardiopathie, même légère, et d'hypertension artérielle. Toute manifestation clinique évocatrice de l'aggravation ou de l'apparition d'une pathologie cardiovasculaire sous anti-inflammatoire impose l'arrêt du traitement. Les manifestations cutanées. Tout anti-inflammatoire est susceptible d'entraîner des réactions cutanées graves, parfois fatales. Ces réactions surviennent le plus souvent durant le premier mois du traitement. Le traitement doit arrêter dès la survenue de rage cutanée, des lésions muqueuses ou de toute autre manifestation d'hypersensibilité. Les manifestations infectieuses. Les anti-inflammatoires stéroïdiens sont susceptibles de masquer le premier signe d'une infection, ainsi d'aggraver le pronostic de certaines infections. Des cas d'aggravation d'infections particulières à streptocoque, angine, de pneumopathie, d'infection orale chez les patients traités ont été rapportés. Les anti-inflammatoires stéroïdiens ont déjà connu comme pouvant être à l'origine de complications cutanées bactériennes graves, fasciite, cellulite ou autres. Quelles sont les règles de prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens? Comme règle, il faut s'assurer du bien fondé de la prescription. Y a-t-il un intérêt? Donc il faut toujours peser le pour et le contre, bénéfice-risque. Évaluer les comorbidités et tenir compte du terrain. S'agit-il d'un cardiopathe, d'un diabétique, d'un hypertendu, d'un patient suivant en néphrologie ou autre. Évaluer le risque digestif. Être prudent en cas d'antécédents de maladies inflammatoires chroniques des intestins, type maladie de Crohn, RCH ou autre. Toujours évaluer le risque cardiovasculaire. Évaluer le risque rénal. Respecter les indications et surtout respecter les contre-indications. Informer systématiquement le patient des risques liés à l'utilisation des anti-inflammatoires stéroïdiens. Le long cours doit être évité. Il n'y a pas lieu d'associer deux anti-inflammatoires par voie générale. Toujours prendre en compte le risque d'interaction médicamenteuse avec les IEC, les ARA2, les anticoagulants et autres. Éviter les anti-inflammatoires si le patient est sous antiagrégant plaquettaire. Donner IPP si
facteur de risque de toxicité, c'est-à-dire utiliser quand même la pompe à proton, l'inhibiteur de pompe à proton, quand il y a des risques de toxicité digestive. Éviter les indoliques ou les oxycames et oublier les pyrazolés. Préconiser le naproxène, 6 facteurs de risque cardiovasculaire. Sujet âgé sous IEC ou ARA2, éviter de prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien. Si le sujet âgé, il est recommandé de prendre en compte le risque accru d'effets indésirables graves du fait des comorbidités fréquentes, de la polymédication qui expose à des risques d'interaction médicamenteuse et d'un terrain fragilisé. Donc faire très attention chez les patients tarés, chez les patients qui sont sous IEC ou ARA2, chez les patients sujets âgés. En conclusion, les anti-inflammatoires stéroïdiens ont de nombreuses indications. Ils sont largement utilisés pour soulager les douleurs. Leur prescription doit intervenir dans le respect de leurs indications et précautions d'emploi. L'Agence nationale française des médicaments a mis comme un holà à l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients tarés, surtout concernant la caisse sociale. Donc faire très attention chez les cardiopathes, chez les diabétiques, les hypertendus, les patients qui présentent un tableau, une tare grave. Donc faire très attention quant à l'utilisation des anti-inflammatoires stéroïdiens. Et puis il y a eu quand même un papier concernant les anti-inflammatoires et le risque cardiovasculaire que je vous conseille de lire. Et deuxième point, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens et complications infectieuses, surtout chez nos amis spécialistes en médecine dentaire qui utilisent fréquemment les anti-inflammatoires non stéroïdiens et qui peuvent être source de complications infectieuses, médiastinite ou autres. Donc il faut toujours, pour traiter la douleur, préconiser peut-être l'utilisation du paracétamol en cas de douleur ou de fièvre, et les règles de bon usage des anti-inflammatoires en cas de douleur ou de fièvre. Quand il faut utiliser il faut les utiliser à dose minimale. Éviter les anti-inflammatoires en cas de pathologie virale telle que la varicelle, où il y a eu quand même des complications de toxidermie très graves. Ne pas prolonger le traitement au-delà de 3 jours en cas de fièvre. Ne pas prolonger le traitement au-delà de 5 jours en cas de douleur. Ne pas prendre 2 anti-inflammatoires en même temps. Voilà l'échelle analgésique telle que recommandée par l'OMS. Donc les anti-inflammatoires sont utilisés au premier palier. Deuxième palier, c'est les opioïdes légers, puis la morphine. Donc les anti-inflammatoires peuvent être utilisés comme antidouleurs, en cancérologie ou autres, recommandés par l'OMS. Et je vous remercie.